Bonjour, bienvenue sur WA, la chaîne où on parle de carrière, de coups durs et d'indépendance financière. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma première prédiction infernale, la chute du pouvoir d'achat et la ruine de la classe moyenne. Alors c'est pas un secret, le pouvoir d'achat ne cesse de s'éroder et depuis quelques années tout s'accélère. Mais jusqu'où ça va aller? Va-t-on devenir pauvre? Sommes-nous condamnés à devenir pauvres? Ça fait depuis le XVIIIe siècle que les dettes s'accumulent. Et oui, c'est pas nouveau, le problème ne s'est jamais réglé, bien au contraire, il n'a fait qu'empirer, il a fait boule de neige. D'abord du fait des États, puis des entreprises, et depuis les années 1970, massivement par les ménages. J'aimerais vous montrer quelque chose d'intéressant. Si on regarde depuis 1949 la croissance du PIB en volume publié par l'INSEE, elle ne cesse de décroître jusqu'à tendre à devenir négative. C'est une tendance lourde que rien ne semble pouvoir inverser dans les années à venir. En même temps, vous avez la masse de monnaie imprimée qui ne cesse de croître, comme vous pouvez le voir à l'écran, selon les statistiques de la Banque de France. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement que nous remplaçons de la production, c'est-à-dire de la richesse réelle, des biens tangibles, par de la monnaie, autrement dit par de la dette, du papier. Alors votre billet de banque est une créance sur la banque centrale qui en échange de votre billet vous donnera un autre billet. Avant, il y a longtemps, le billet était convertible en or. Il y a encore plus longtemps, il n'y avait même pas de billet. Simplement, personne n'en aurait voulu. Vous seriez allé acheter votre steak avec un billet. Le commerçant, vous l'aurez jamais donné. Il vous aurait mis à la porte de sa boutique dans la foulée. Et il y a 2 ou 3 siècles, il n'y avait même pas de banque centrale. Ça n'existait pas. Il n'y en avait pas. Alors, ce qui est important à comprendre, c'est que la plupart d'entre nous vit de la dette du voisin, directement ou indirectement. Je prends un exemple. J'achète un appartement neuf à crédit. Ça génère de l'activité pour le promoteur, la société de BTP, ma banque. Chacun va avoir de l'activité, un chiffre d'affaires et des salaires vont pouvoir être payés grâce à mon crédit et à ceux des autres acquéreurs. Les salariés du promoteur, de la banque et de la société de BTP vont à tour faire un crédit. Par exemple pour acheter un appartement, une voiture ou payer des études à leurs enfants. Et ainsi de suite. Combien de recrutements sont ainsi générés sur la base de crédit? Si vous réfléchissez et remontez aux origines profondes de ce qui génère votre revenu, vous avez de grandes chances de trouver un crédit. Notre société s'est construite ainsi sur un immense domino de crédit, le crédit des uns étant le revenu des autres. Alors est-ce que ça va s'arrêter? Non. En tout cas, il n'y a rien qui le laisse présager. Il faut savoir une chose, c'est que plus l'État s'endette, plus il doit créer de dettes. Pourquoi? Alors laissez-moi prendre un exemple. Si l'État plante des fleurs sur les Champs-Élysées, il faudra payer les fleurs, les bacs, les jardiniers pour les planter. Puis comme l'État est fauché, tout ça se fera bien entendu à crédit. Le problème, c'est qu'il faudra entretenir ces fleurs. Sinon, ça va faire miteux, c'est pas bon pour l'image et pour le tourisme. Donc chaque semaine, il faudra des employés qui devront arroser les plantes, les entretenir. Alors ils passeront avec leur véhicule régulièrement pour s'assurer que les fleurs restent belles. Mais chaque année, le salaire de ces employés va augmenter, le prix du carburant pour le camion également, le prix du mètre cube d'eau dans la foulée aussi, et l'État n'aura pas plus d'argent à ce moment-là. Il faudra donc emprunter, non seulement pour planter les fleurs, mais aussi emprunter l'année suivante pour les arroser, emprunter encore plus l'année suivante, car l'inflation aura augmenté les prix et les salaires davantage. On achète donc des fleurs à crédit, qu'on entretient par la suite à crédit. Alors je sais, c'est complètement dément, mais ça marche comme ça. Les dépenses d'investissement créent presque toujours de nouvelles dépenses d'entretien et de nouveaux intérêts à rembourser. Que ce soit un massif de fleurs, une route, une voie ferrée, un hôpital, un terrain de sport, une école ou une flotte de sous-marins nucléaires, tout est financé par ce type d'endettement. Il faut donc imprimer toujours plus de monnaie et la dette ne peut faire que boule de neige et il n'y a pas de soleil pour la faire fondre. Donc comme la production, c'est-à-dire la croissance, n'augmente pas aussi vite que l'endettement, nous sommes donc condamnés à subir durablement l'inflation qui, chaque année, va ronger notre pouvoir d'achat. Elle va continuer. Votre dollar ou votre euro l'année prochaine vaudra moins que cette année, et cette année, il vaut déjà moins que l'année dernière. Alors vous avez les classes sociales défavorisées qui ont toujours souffert, mais qui sont encore plus dans la douleur aujourd'hui. Les classes moyennes sont souvent endettées et elles perdent de leur pouvoir d'achat, elles sont exposées au chômage et donc se serrent de plus en plus la ceinture. Et vous avez de plus en plus de ménages aisés qui font attention, c'est nouveau, mais il y en a de plus en plus.
Alors les taxes sont de plus en plus nombreuses, malgré les promesses jamais tenues depuis des décennies. Pourquoi ? Tout simplement pour les mêmes raisons. Il faut financer la boule de neige de dette, qui ressemble de plus en plus à une avalanche prête à engloutir le petit village en contrebas où nous habitons. En économie, tout est histoire de débit-crédit. Il y a toujours un perdant, le débité, et un gagnant, le crédité. C'est un jeu à somme nulle. Le pouvoir d'achat que vous perdez finance la hausse du pouvoir d'achat de l'État. Si vous êtes débité, l'État est crédité. L'inflation, elle permet d'effectuer ce transfert de votre poche vers celle de l'État sans avoir besoin d'envoyer le moindre avis d'imposition, sans avoir besoin de traquer la fraude fiscale ou le travail au noir. Si vous n'êtes pas convaincu, regardez tout simplement autour de vous. Qui dépense de moins en moins et qui dépense de plus en plus ? Alors, est-ce qu'on peut arrêter les dépenses ? Non. Et c'est là le problème. Si vous virez les personnes endettées, vous allez laisser des crédits non remboursés. Et dans ce cas, vous faites couler les banques, ruiner les épargnants. Tous ceux qui ont un compte bancaire le perdront parce que leur banque elle fera faillite. Et d'autres banques suivront, c'est mécaniquement par effet de domino, et les marchés financiers plongeront à leur tour, et avec eux tous les fonds de pension, tous les fonds d'investissement. Donc plus de retraite complémentaire. Un État qui ne peut plus emprunter ne peut plus payer ses fonctionnaires, ça veut dire plus de profs, plus d'hôpitaux publics, plus de pompiers, plus d'entretien des routes, plus de police, plus d'armée. Et c'est ce qui s'est passé dans les années 1970 à New York. New York était en faillite, elle a viré 20% de ses pompiers et de ses policiers. Il y a une violence qu'on a suivie absolument impressionnante, et c'est l'époque de Charles Bronson, pour les plus anciens se souviendront, du justicier dans la ville. Alors la dette, c'est un piège. Une fois à petite dose, et si vous remboursez, ça va. Régulièrement, le problème c'est que vous devenez accro. Et vous finissez par augmenter les doses. Et à très forte dose, ça devient mortel. Alors certes, on peut réduire certaines dépenses, comme la fraude aux allocations, des dons à des pays étrangers alors qu'on manque d'argent ici. Mais compte tenu du montant abyssal de la dette, on parle de plusieurs millions de milliards de dollars au niveau mondial, cela serait insuffisant pour arrêter la machine et ne ferait que gagner un tout petit peu de temps. Ces économies seraient insuffisantes pour enrayer la hausse de la charge de la dette qui ne cesse de croître. C'est même la première dépense de l'État actuellement. Alors, est-ce qu'on peut annuler la dette ? Oui, c'est faisable. Le problème, c'est que le crédit des uns étant la créance des autres, qui va être choisi pour être plumé ? Alors, les investisseurs étrangers ? Ok, mais dans ce cas-là, c'est dangereux, parce que les capitaux vont fuir, les actifs à l'étranger risquent d'être saisis en compensation, vous pouvez avoir une guerre commerciale qui peut se déclencher, voire pire. La population, alors ce coup-là, ils vont pas juste couiner ou râler, ça risque de finir plus que violemment. Donc la dette continue, toujours plus grosse, elle va toujours plus loin, et l'inflation avec elle. Sans compter que pour l'État, l'inflation aide à réduire la dette. Et ça fait gagner du temps. Cerise sur le gâteau, des prix plus élevés, c'est des taxes qui rapportent plus. Parce que la TVA, elle est à taux fixe, mais elle s'applique sur des prix de vente chaque année plus élevés. Donc elle rapporte chaque année toujours plus. Une inflation en roue libre, des taxes toujours plus élevées, l'impossibilité d'annuler la dette pour des raisons sociales et de politique étrangère, l'impossibilité de couper dans beaucoup de dépenses publiques, la perte du pouvoir d'achat ne peut que continuer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à éroder. Alors j'aimerais bien connaître votre opinion sur cette prédiction, votre ressenti, votre feeling. N'hésitez pas à utiliser les commentaires pour ça. C'est vraiment quelque chose, le but c'est d'échanger. Alors une fois que j'ai dit tout ça, bon, alors on fait quoi ? Voilà quelques idées. Alors attention, ce ne sont pas des conseils d'investissement, je ne suis pas habilité pour ça, je veux juste vous donner quelques pistes pour votre réflexion personnelle. À vous de les creuser si elles vous intéressent, et de vous rapprocher de spécialistes pour vous guider. Alors d'abord, l'inflation ronge le cash, évidemment. Donc si vous voulez faire dégager une souris, la première chose à faire, c'est de ne pas la tirer avec un bout de gruyère. Donc mettez votre cash en dehors de ce que vous avez besoin pour vos dépenses courantes, dans des supports qui résistent à l'inflation. L'or est un refuge, il existe sous forme de monnaie, de lingots ou d'or papier. Pour les pièces monétaires, vous pouvez acheter des pièces pures à 99,99%, ce qu'on appelle le 4x9, alors, comme le Maple Leaf canadien, l'American Eagle américain, le panda chinois, le caballo espagnol, vous avez aussi le philharmonique autrichien ou le kangourou australien, ou le Britannia anglais. Et évitez les pièces trop anciennes ou dont la pureté n'est pas 4x9, comme le souverain anglais, le Napoléon français, le cru grand sud-africain, le Vreneli suisse. Parfois, les pièces monétaires 4x9 sont disponibles au format d'une once, une demi-once, un quart ou un dixième d'once, ce qui permet aux plus modestes d'accéder à ces produits.
L'or monétaire, c'est une monnaie, il n'y a donc pas de TVA, contrairement aux pièces commémoratives, aux bijoux ou aux médailles. Par contre, selon votre pays, étudiez bien la fiscalité de l'or, y compris pour la revente. Rien ne vous empêche de poser la question à un professionnel, ou mieux encore, à un agent des impôts. Alors où l'acheter ? Bon, c'est facile, d'abord dans les boutiques de numismat. Les grandes villes ont souvent un quartier comme les rues Vivienne ou le Richelieu à Paris, le quartier de la Gare à Genève. Achetez des pièces impeccables, scellées avec un certificat et une facture nominative. Vous pouvez aussi acheter à distance, y compris à l'étranger. Vous avez des sites qui sont nombreux et souvent l'or monétaire est exempté de droits de douane à l'import. Mais vérifiez bien cela avant de passer votre commande. Professionnellement, j'utilise entre autres une société basée à Singapour qui vend de l'or et de l'argent, et même du platine, Bullion Star. Je vous ai mis un lien d'affiliation sous la vidéo si vous êtes intéressé. Mais il y a de nombreuses sociétés comme celle-ci, au coffre par exemple, à qui j'ai pas de lien d'affiliation. J'utilise plusieurs sociétés juste pour diversifier les prestataires et les emplacements géographiques. Alors en voici, j'aime bien Bullion Star pour plusieurs raisons. D'abord, ils sont basés à Singapour, ce qui permet de diversifier géographiquement, et Singapour a la même réputation que la Suisse en Asie ou Dubaï au Moyen-Orient. Ensuite, ils ont une offre qui est variée, vous pouvez acheter de l'or physique, sous forme de pièces ou de barres, et même de bijoux en or pur. Ils livrent à domicile via des sociétés type FedEx et UPS, ce qui est relativement sécurisé. Vous pouvez aussi acheter de l'or, de l'argent ou du platine digital, c'est-à-dire du papier, mais allouer 1 gramme de physique pour 1 gramme de papier. Il y a donc du physique alloué à votre nom derrière le papier au ratio de 1 pour 1. Et chez eux, le digital peut être converti en physique si vous le souhaitez. Les comptes en métal digital ne sont pas des comptes bancaires. Et ils n'ont pas besoin d'être déclarés dans de nombreux pays. Alors par contre, à vous de vérifier si ça s'applique dans votre pays. Et autre avantage de Singapour, c'est que, comme beaucoup de pays d'Asie orientale, il n'y a pas de TVA sur l'argent, alors qu'il y en a en Europe. Alors il y a de nombreuses autres sociétés, j'en ai mentionné quelques-unes, à vous de choisir et de faire vos investigations. Alors vous avez aussi des cartes de paiement avec des comptes adossés à l'or. Par exemple, vous avez un produit qui s'appelle Veracash. Alors j'ai pas de lien d'affiliation avec eux, mais ça peut être une alternative à un compte sur livret ou un placement monétaire. Je vous ai mis le lien de leur site dans les commentaires. Vérifiez bien la réputation et le sérieux d'une boutique, qu'elle soit physique ou en ligne, avant d'acheter. Les escrocs sont vraiment nombreux, et dans tous les cas, le risque zéro n'existe pas. Mais surtout, n'achetez jamais ce type de produit sur eBay ou auprès de particuliers. Tout investissement est risqué, rien et personne n'est sans risque. Étudiez bien le sérieux d'un prestataire, parcourez son site web en détail, ses conditions contractuelles, cherchez les avis de clients et n'oubliez pas de vérifier les droits de douane et les taxes potentiellement applicables dans votre pays. Alors vous pouvez aussi acheter des lingots, mais le prix est plus élevé. Par ailleurs, ils ne sont pas fractionnables, ce qui rend le lingot moins liquide à la revente. Là encore, regardez la fiscalité. Au Royaume-Uni, par exemple, les pièces monétaires sont exemptes de taxes sur les plus-values en capital, mais les lingots, ils sont soumis. Et attention aux faux lingots, une fois de plus. Alors, est-ce que l'or est trop cher ? Dans ce cas-là, vous avez l'argent, ce qu'on appelle l'or du pauvre. Faites attention car l'argent est seulement un quart du marché de l'argent est lié à l'investissement. Vous avez une bonne partie, la moitié liée à l'industrie, pour les bactéries, les propriétés bactéricides, etc. Et le quart restant, c'est lié à la bijouterie, l'argenterie, la photographie. Ce qui veut dire qu'en cas de récession, les 3/4 du marché actuel vont peser à la baisse sur le cours de l'argent et un quart va peser à la hausse. Mais un marché change, surtout si la demande d'investissement est très forte, voire explose. L'once d'argent a vu son prix, d'ailleurs, exploser ces derniers temps. L'argent sous forme de pièces reste une vraie monnaie. D'ailleurs, on dit bien, t'as pas un peu d'argent. Par contre, et je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas, l'argent, même sous forme monétaire, est soumis à la TVA dans la plupart des pays occidentaux. Les pays asiatiques n'appliquent pas de TVA sur ces produits. Vous pouvez acquérir de l'argent sous forme de pièces ou de lingots, comme vous le voulez. Pensez toujours à la liquidité lors de la revente. Et si vous n'avez pas besoin de vendre une grosse quantité, ou si vous avez juste besoin de 30 grammes, une pièce sera plus pratique qu'un lingot d'1 kilo. Pour le stockage, réfléchissez bien. Pour quelques pièces, vous pouvez les cacher chez vous. Gardez juste à l'esprit que les cambrioleurs connaissent souvent leur job et qu'ils trouvent souvent les cachettes d'objets de valeur. Le hijacking est également un risque, donc restez discret. Et n'oubliez pas la cachette. Alors, vraiment rigolez pas parce que dans 10 ans, vous risquez d'oublier. Alors un coffre à la banque est une option, mais n'oubliez pas que votre coffre n'est accessible que si la banque est ouverte. Si la banque fait faillite,
votre coffre est inaccessible. Son contenu peut être saisi également en cas de faillite bancaire dans de nombreux pays. Alors vous pouvez louer un coffre auprès d'un prestataire hors système bancaire, dans votre pays ou à l'étranger. Le risque zéro n'existe pas, le prestataire peut faire faillite ou se faire braquer, les coffres saisis par les autorités locales, mais au moins le risque lié à une faillite bancaire est écarté. Il n'y a aucun risque, zéro, jamais, jamais, jamais. Donc si vous avez des avoirs importants, diversifiez entre prestataires sérieux et dans différents pays, pas tous dans l'Union européenne de préférence. Alors vous avez aussi l'or papier, y compris sous forme d'ETF, c'est une solution également, mais attention, c'est du papier, c'est pas de l'or physique. Autrement dit, ce n'est pas de l'or physique, mais juste une reconnaissance de dette auprès d'un prestataire financier. Lisez bien le contrat, en cas de problème, vous risquez de ne jamais revoir le moindre gramme d'or. Vérifiez au moins que chaque gramme papier est associé à un gramme d'or physique 4x9, alloué et audité. Par exemple, vous avez ça chez Bullion Star, mais vous avez ça à Royal Mint, ou vous avez la Zurich Cantonal Bank qui propose des ETF dans ce cas-là. Dans tous les cas, encore une fois, renseignez-vous bien sur les produits, les prestataires, lisez les contrats que personne ne lit jamais, ça évite bien des convenus et les « ah, si j'avais su » et les scènes de ménage. Si les gens lisaient davantage les contrats qu'ils signent, il y aurait beaucoup moins de déconvenus. Alors vos actions, vos fonds d'actions, obligations, fonds obligataires sont aussi soumis à l'inflation, donc si vous êtes fier d'avoir un plus 20%, enlevez les frais d'intermédiaire, y compris les droits de garde, les frais de gestion, les taxes, les contributions sociales, il ne va pas rester grand-chose. Si en plus vous déduisez l'inflation, vos 20% ont pas mal de chances de devenir moins 5%. Alors vous pouvez choisir des obligations d'émetteurs solides, indexées sur l'inflation par exemple. Alors ces obligations sont chères et les particuliers en général n'ont pas les moyens de se les acheter. Mais par contre vous pouvez les acquérir au travers de fonds spécialisés. Vous pouvez acquérir des actions de sociétés produisant des matières premières comme le pétrole, les métaux, par exemple le cuivre ou les terres rares. Les métaux précieux, l'or, l'argent, le platine, l'uranium, le cacao, la laine, le blé, le coton. Pour l'uranium, vous pouvez acquérir sous forme d'ETF, évidemment, vous ne pouvez pas avoir du physique pour des raisons sanitaires, mais lisez bien le contrat, parce que comme tout investissement, les risques sont nombreux, et vous risquez d'avoir de sérieuses déconvenues. Donc même un compte de dépôt est à risque, même un billet de banque est à risque, tout placement est à risque. Aussi, vous pouvez garder du cash dans une autre devise qui perd moins de sa valeur. Attention juste aux changements de billets qui peuvent perdre leur cours légal. Vous pouvez aussi ouvrir des comptes chez des courtiers en ligne, dans votre pays ou à l'étranger. Vous avez énormément de possibilités en matière d'investissement, de choix de titres. Vous pouvez géographiquement aussi diversifier votre patrimoine. Et ces comptes sont souvent associés à un compte courant multidevises, parfois avec une carte de paiement. Et pour les ouvrir, c'est simple, souvent un justificatif de domicile et une pièce d'identité suffisent. N'oubliez pas de déclarer aux autorités fiscales de votre pays de résidence, si la loi vous y contraint, votre nouveau compte. Ça, c'est essentiel. Alors les frais pour les paiements sur ce type de compte à l'étranger est particulièrement élevé, donc les utilisez pas par exemple pour payer votre facture d'électricité ou votre caddie. Alors certaines banques proposent même des comptes libellés en XAU, c'est-à-dire en or papier. Voilà, donc ça c'est un petit résumé des moyens que vous avez de préserver votre épargne face à l'inflation. Alors si vous avez des commentaires, des idées complémentaires, des expériences, des bonnes ou des mauvaises, vraiment allez-y à partager. Surtout, n'hésitez pas, et n'hésitez pas à utiliser les commentaires pour ça. Le but c'est d'échanger, de s'entraider et d'être solidaire entre membres de la chaîne. Si vous aimez le contenu, n'hésitez pas avec un petit like ou abonnez-vous, ça me fera chaud au cœur. Et puis la prochaine vidéo, je vous propose ma prédiction infernale numéro 2, la ruine des épargnants. À très bientôt, bonne journée.